Pour savoir si ma démarche valait vraiment la peine de passer des heures sur un script et devant un logiciel de montage, il me fallait répondre à une question qui tournait en boucle dans mon esprit. À quoi bon faire ça ? Me poser cette question revenait à me demander à quoi ça sert de causer d'histoire. Après tout, la vocation à éduquer des fables est devenue démodée. Maintenant, ce n'est que du divertissement. Les histoires n'ont même pas besoin d'avoir une substance quelconque pour être populaires. Du divertissement, c'est sûrement perçu comme ça. Une manière pour les gens d'oublier leur triste existence, passer le temps avant de passer à un autre jeu, film ou série. Jusqu'à ce que ça devienne une prison, où on préfère ignorer le monde qui nous entoure pour nous complaire dans la fiction et dans l'inaction. Trop heureux que nous sommes dans ce simulacre de réalité tellement plus engageante que notre monde réel. C'est la première interprétation à avoir, qui rendrait ma démarche bien vaine. Après tout, il y a des choses plus importantes. Mais il y a une autre façon de voir les choses. Les histoires nous servent bien sûr de divertissement, mais l'inaction ou la complaisance relèverait de nos choix. Car une histoire, une narration, a une visée cathartique, émotionnelle qui nous fait nous sentir vivants, expérimentant joie, peur, colère, tristesse, à travers les yeux d'un personnage fictif. Toutes ces composantes sont un reflet de la vie. Mais aussi, et plus important, elles nous permettent de nous construire, de transmettre une expérience à laquelle on ne serait pas sensible de prime abord. Autrement dit, elles peuvent nous permettre de nous sentir plus complets. C'est sans doute un filon trop exploité, mais ça reste la façon la plus efficace pour parler au cœur, à l'esprit et à l'âme. Et là vous vous demandez « How the fuck are you gonna dig the show out of this weird hole ?» La réponse, elle est simple. C'est tout ce que je viens d'énumérer là. Les émotions, la construction de l'individu, la sensibilisation à des thématiques, c'est quelque chose d'autant plus important quand elles sont destinées à un public jeune. Et puisque les gendarmes du monde dominent le marché audiovisuel, il me semblait naturel de parler d'un dessin animé qui coche toutes les cases dans tout ce qui fait une bonne histoire, qui valent le coup d'exister et qui nous permettent de devenir de meilleures personnes. Les dessins animés américains ont malheureusement souvent eu pour but d'accrocher une audience constituée d'enfants en leur servant des séries répétitives qui se cantonnaient souvent à des éléments superficiels pour vendre des produits dérivés, quand elles ne sont pas juste abrutissantes. Heureusement, des exceptions sont à mettre au rang de chefs-d'œuvre de comédie burlesque, de satire ou d'adaptation. Mais aucune vraiment n'a nourri l'ambition de créer une aventure à grande échelle, mêlant un grand nombre de personnages avec tension, action, humour, et en appliquant des thématiques complexes mais accessibles à un large public. Le genre d'aventure à grande échelle qui laisse un impact fort dans la culture, tant elle est capable de résonner chez beaucoup de gens. Et c'est en 2002 que le genre de la fantasy a commencé à avoir de nouveau le vent en poupe, grâce à cette adaptation obscure, et un peu d'Harry Potter, que Nickelodeon s'est intéressé à l'idée de mettre en projet une série à l'univers inédit avec son lot de mythes et de légendes. Le projet était une aventure épique avec de l'action et des guerres tout en restant dans les clous des critères pour enfants. Entrèrent alors en scène ces gars-là, Michael Dante DiMartino et Brian Konietzko, qui présentèrent leur concept d'un monde divisé en 4 nations, et de l'histoire d'un enfant qui a pour devoir de sauver le monde. A l'inverse de la plupart des séries pour cette tranche d'âge qui veulent rester aussi éloignées que possible d'une trame principale, la série est pensée avec un début, un milieu et une fin. C'est ainsi qu'après 1 an à recruter toute une équipe d'animateurs, 19 scénaristes et d'un consultant en arts martiaux, le premier épisode d'un cartoon aux inspirations de l'Extrême-Orient vit le jour en février 2005. Avatar, le dernier maître de l'air. Avec un succès au rendez-vous et en l'espace de seulement 3 ans et 3 saisons, chose rare pour un cartoon à succès, la série a vite trouvé une communauté de fans fidèles de tout âge alors qu'elle fut d'abord ciblée pour un public jeune. C'est d'ailleurs en partie grâce à ça que, 4 ans plus tard, une suite verra le jour avec des ambitions plus prononcées et adultes, avec de quoi défier la mentalité de son jeune public, mais nous y reviendrons. Avant de décortiquer les séries, leurs thèmes, narration et toutes ces joyeusetés qui vont me permettre d'expliquer pourquoi cette série est devenue une référence incontournable aujourd'hui, il me faut d'abord poser les bases du monde d'Avatar. Pour ceux qui ne s'en doutaient pas, cette vidéo va bien sûr divulgacher toute la série, car pour analyser le contenu, il nous faut parler du dit contenu.
et je ne peux que vous encourager à arrêter la vidéo maintenant si vous n'avez pas vu la série. En revanche, si le spoil ne vous dérange pas, alors pas de souci. Mais donc de quoi parle l'histoire du dernier maître de l'air? Dans un monde divisé en 4 nations représentant chacun un des 4 éléments, l'eau, le feu, la terre et l'air, certains individus qu'on appellera maîtres ont la faculté de plier un élément à leur volonté. L'épopée est centrée autour du personnage de Aang, un jeune prodige de 12 ans maître de l'air destiné à devenir l'Avatar, un être supérieur capable de maîtriser les 4 éléments naturels, chose impossible pour le commun des mortels. Mais alors que la nation du feu déclare la guerre afin d'assouvir une soif de conquête, le jeune garçon, immature et effrayé par le poids des responsabilités qui vont s'imposer à lui, décide de s'enfuir. Et c'est sur le dos de son animal qu'il tentera de traverser une mer déchaînée avant d'être frappé par la foudre. Ce n'est que par réflexe qu'il survivra en se scellant dans la glace. Une centaine d'années plus tard, aux abords de la tribu de l'eau du Sud, ravagée par la guerre que 2 habitants, Sokka et Katara, découvrent Aang après l'avoir libéré de la glace. Le trio met alors le cap pour la tribu du Nord afin de permettre à Aang d'entamer sa formation pour maîtriser les 4 éléments et empêcher la nation dominante du feu d'obtenir l'hégémonie sur les 3 autres. Mais le fils du seigneur du feu, Zuko, qui fera ici office de rival, cherche à laver son nom et faire lever le bannissement prononcé par son père. Capturer l'Avatar étant pour lui le moyen de retourner dans son pays et être accepté de nouveau par sa famille. Alors, chaque série a un gimmick, surtout pour plaire à un jeune public, que ce soit des personnages en collant qui volent ou des tortues mutées qui ont appris le ninjutsu. Seulement, Avatar va proposer un gimmick qui non seulement va permettre à nos héros de faire toutes sortes de mouvements impressionnants, mais va aussi poser les règles du fondement thématique du monde dans lequel ils évoluent, en proposant un exemple concret de géographie culturelle. Une discipline ayant pour but, entre autres, de définir les liens entre une population et son milieu naturel dans lequel elle évolue. Les règles tournant autour de la maîtrise sont définies à la fois par une affinité innée, génétique, et un éveil spirituel, autrement dit une dissociation classique entre le talent et le travail, ici le travail étant plus d'ordre mental. Et dans ce monde, au régime culture et population qui diffèrent, le cœur de cette différence réside au rattachement à un élément naturel, qui va constituer leur culture, infrastructure, valeurs, art martial, philosophie. On se doute bien que si les Mayas et les Inuits ne sont pas habillés pareil, c'est bien que le climat et leur milieu naturel est différent. Eh bien c'est la même idée. Ces sociétés humaines ont un rapport dynamique avec leur habitat. Cela permet à n'importe qui de comprendre quelque chose de complexe, à savoir les différences interculturelles, en les rendant parfaitement identifiables avec un code couleur, un régime politique spécifique et un art martial rattaché à la maîtrise du dit élément, dont la philosophie unique se verra reflétée par des mouvements des maîtres les utilisant. Tout est histoire de simplification, par évocation et iconicité, qui permettent à un enfant de comprendre rapidement des choses complexes, même si c'est sans en avoir vraiment réellement conscience. Je vais donc décrire chacune des nations par ordre du cycle de réincarnation de l'Avatar, qui est aussi l'ordre des saisons, et oui, on a à peine commencé l'introduction.